Donc, nous allons accueillir aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Amand. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc, Olivier va témoigner. Alors, effectivement, je vous expliquerai pourquoi. D'habitude, ce sont des dirigeants qui témoignent. Là, Olivier, j'ai pas pu m'empêcher de pouvoir le faire témoigner. C'est grâce à un dirigeant que je l'ai rencontré, en tout cas, avec qui j'ai échangé en me disant, en lui expliquant que je voulais faire un diagnostic de robustesse pour son entreprise, que je lui préconisais ça. Et il m'a dit, mais robustesse, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et il avait assisté à une de vos conférences, Olivier, et en me disant, ah ben effectivement, voilà, allez voir du côté d'Olivier Amand parce qu'il en parle très bien, parce que ça lui avait marqué. Donc du coup, merci Olivier aussi pour ça. Donc voilà le lien et pourquoi je vous ai découvert découvert ces couloirs aériens qu'on a en commun au travers effectivement cette notion dont vous allez parler de robustesse. Mais avant de pouvoir vous laisser la parole et de commencer cette matinale, je fais comme d'habitude, je voulais vraiment remercier d'abord tous les partenaires qui sont des partenaires de diffusion, et je le précise, ils le font de manière bénévole, qui nous accompagnent depuis les débuts, depuis 2021, sur les matinales. Donc, c'est le réseau féminin Grow-All-In, qui est un réseau interne du groupe Bayer, FI+, le méta-réseau des finances d'entreprise, Femmes Ingénieurs, qui est un réseau de femmes ingénieurs, comme son nom l'indique, PWN Lyon, qui est un réseau international destiné à faire bouger les lignes sur l'égalité hommes-femmes, et puis Lyon Décideur en presse, et puis la BPORA plus récemment. Donc voilà, merci à tous ces partenaires de nous accompagner. Merci de faire en sorte de faire rayonner ces événements. Et si vous souhaitez effectivement devenir partenaire, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous intégrer parmi notre écosystème. Pour vous présenter qui je suis rapidement, donc je suis Muriel Montagnier. Je suis fondatrice et j'ai créé HMR Consulting, qui est mon cabinet depuis 13 ans. Et notre vocation, c'est effectivement d'accompagner les transformations à fort enjeu humain, avec un objectif d'accélérer et souvent plutôt de rendre efficiente et opérante la stratégie d'entreprise. Parce qu'en fait, une très belle stratégie, une très belle vision, ça ne suffit pas. Ce qui est important, c'est qu'elle puisse vraiment se décliner sur l'ensemble de l'entreprise et atteindre ses objectifs. Et donc voilà, et pour ce faire, on a 3 pôles d'expertise, un pôle formation, un pôle consultant et un pôle coaching. Et tous les 3 œuvrent justement en coopération avec un chef d'orchestre que je suis, avec mes équipes aussi, pour pouvoir justement accompagner ces transformations. Plus récemment, j'ai créé la Fabrique des leaders éclairés, qui est un écosystème vraiment dédié au leadership. Alors, je l'ai créé juste en 2019. Je dis ça parce que c'était avant le Covid, avant qu'on découvre que notre monde, en tout cas, qu'on prenne plus conscience qu'on passait d'une bifurcation de l'histoire à ce monde de compliqué, à un monde beaucoup plus complexe, fluctuant, volatile, incertain. Et donc maintenant, on est là-dedans et vous le vivez au quotidien. Mais à l'époque, c'était plus intuitif et ma vision, c'était qu'effectivement, compte tenu des changements qui allaient s'opérer, qu'on est en train de vivre, eh bien, il fallait être pour cela changer nos paradigmes, et notamment une des ruptures de changement de paradigmes, c'était le changement de leadership, parce que le leadership d'hier n'est plus en capacité d'adresser aujourd'hui les problématiques et les enjeux qui sont d'actualité pour nous. Donc, comment le faire et comment accompagner les dirigeants dans cette dynamique, en fait, dans ces changements de paradigme? Eh bien, en créant cet écosystème de la Fabrique des leaders éclairés pour pouvoir réinventer son leadership et celui de son entreprise. Donc voilà, c'est la vocation de la Fabrique. Et puis, donc, pour vous donner quelques actualités, comme je le démarre souvent, justement de cet écosystème, il est construit autour de 3 piliers. Un pilier de croissance de leadership, justement pour pouvoir, avec des parcours de leaders éclairés, pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur changement de paradigme. Un pilier d'inspiration, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous allez vivre avec Olivier Amand, notre invité d'aujourd'hui. Et puis Hamilton Mann, qui parlera d'intelligence artificielle, un sujet bien d'actualité aussi, qui est VP Digital chez Thales. Donc, ça sera le 20 septembre, vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et puis un pilier de coopération. Ça vous parle, Olivier, coopération? J'espère que je ne vous avais pas piqué le mot, mais il est déjà dans la Fabrique. Et donc, avec des dates, où en fait, les coopérations, c'est comment est-ce au travers de clubs, de petits groupes de dirigeants, qui apprennent à justement résoudre en intelligence collective leurs problématiques opérationnelles, à pouvoir être challengés, faire le pas de côté avec des workshops, avec des PhD ou des experts qui animent ces ateliers, à pouvoir se rencontrer, à définir leur synergie qu'ils peuvent avoir entre eux. Et donc, voilà. Et donc, on crée, il y a 2 clubs qui vont démarrer. Un club ETI
international, un club OTI le 3 octobre et un club international puisqu'on a développé, on étend notre réseau au niveau international avec des expatriés le 27 septembre prochain. Vous avez la possibilité de vous inscrire et faites-le, je vous encourage à le faire. Alors, il y avait une session 20 septembre qui est complète. Donc, on en a ouvert une nouvelle le 26 septembre pour les ETI. Vous pouvez vous inscrire, c'est limité à 10 personnes, mais c'est vraiment un très, très bon moment qu'on vit de partage, de pouvoir d'échange, d'expérience et de prise de hauteur. On nous dit que c'est une bulle d'oxygène pour pouvoir voilà, pour échanger entre pairs d'activités différentes et de fonctions différentes, tous membres du comité de direction. Et puis le club international aussi, avec si vous êtes expatrié, et que je sais que de plus en plus de gens nous écoutent aussi de l'étranger, eh bien, vous pouvez vous inscrire à la prochaine séance de découverte. Voilà ce qu'il en est sur l'actualité de notre écosystème. Pour vous inscrire, allez sur le site internet. Maintenant, Olivier, on va parler de Bye Bye RSE et le robustesse. Alors, je vais essayer de faire une présentation de qui vous êtes. Vous m'arrêtez si je déforme la réalité ou vous pouvez l'amender librement. Faites-le, Olivier, si c'est le cas. Et puis après, vous nous parlerez. On a toujours 3 questions. Et j'encourage toujours, effectivement, comme c'est quelque chose d'interactif, j'encourage dans le chat les personnes qui nous suivent à pouvoir s'inscrire, pouvoir poser les questions à Olivier en direct. N'hésitez pas, faites-le et il le prendra. Moi, je lui ferai passer vos questions et surtout faites-le. C'est un moment d'interaction. Vous avez la possibilité de l'avoir, donc profitez-en et c'est passionnant. Donc, Olivier, vous êtes biologiste, chercheur à l'INRAE au sein de l'École normale sup de Lyon, auteur et conférencier. Donc, vous avez publié une centaine d'articles scientifiques sur la biophysique et le développement des plantes, qui est votre métier et originel. Et ce sujet de recherche pose aussi la question de la robustesse du vivant sous un angle nouveau. Donc, nourri par ces travaux de recherche fondamentale et dans votre fonction de directeur de l'Institut Michel Serres, vous contribuez à plusieurs projets dans le domaine de l'art, de la science et de l'éducation autour des enjeux existentiels de l'anthropocène. Donc, vous sortez un peu de votre domaine et là, vous allez encore plus sortir puisqu'on va parler entreprise, on va parler société. Donc voilà. La question de la robustesse du vivant vient notamment alimenter une réflexion sur les leçons à prendre du vivant pour habiter la Terre. Et vous avez écrit la 3e voie du vivant. Donc, entre autres, parce qu'il y a Antidote au culte de la performance, de l'incohérence, donc beaucoup de publications et beaucoup de contenu pour alimenter cette vision, ce point de vue, en fait, qui est étayé effectivement par la science et ce que vous avez fait. Donc, merci pour faire ces passerelles. Moi, je trouve que c'est déjà très bien. Quand on s'est eu, Olivier m'avait dit, moi, je pense qu'un chercheur, il ne doit pas rester dans son laboratoire. Et en fait, sinon, c'est un laboratoire qui tourne dans son... il faut sortir, il faut justement que nos travaux de recherche servent au plus grand nombre. Et ben, c'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est pour ça que je vous donne cette parole-là, Olivier, pour pouvoir en sortir et savoir et être alimenté. 3 questions, Olivier, si vous le voulez bien. Premier, c'est comment réinventer nos modèles pour faire face au monde en permacrise et au monde en pleine fluctuation. 2e question, comment garder un train d'avance sur les fluctuations du monde. Et puis la 3e, ce sera comment construire une vision optimiste et engageante pour notre avenir. Donc, si vous voulez bien répondre à ces 3 questions. Donc, d'abord, comment on réinvente nos modèles pour faire face au monde en permacrise? Presque en blaguant, j'aurais envie de dire de répondre de la robustesse aux 3 questions. mais alors, donc oui, voilà. Comment alors le monde qui est là, la première chose à faire, en fait, c'est de réaliser le niveau de fluctuation du monde qui vient, parce qu'en effet, on se rend bien compte qu'on est dans un monde en polycrise, mais on le vit, enfin on le réalise pas, peut-être pas complètement. C'est qu'on peut se dire que le monde a tout le temps été fluctuant, qu'il y a toujours des instabilités, qu'il y a toujours des crises, c'est pas très nouveau finalement, hein, on peut dire ça. Alors ce qu'il faut bien réaliser, c'est que si on suit les rapports scientifiques du GIEC, de l'IPBES, de l'UICN, de l'OMC, etc., enfin du Forum économique mondial, c'est que le niveau de fluctuation ne va faire qu'augmenter au XXIe siècle. C'est la leçon première de la crise socio-écologique, la crise économique, c'est ça. C'est que les fluctuations vont augmenter, donc on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart type, ce que je dis souvent. Et du coup, ça demande un vrai travail sur soi pour imaginer le monde instable. Parce qu'en fait, on n'aime pas trop ça. Et puis même, à la limite, chaque matin, le soleil se lève, donc on se dit, bah oui, en fait, il y a une sorte de routine, quoi. Donc, finalement, le monde est stable par défaut, quoi. En fait, non, là, il va falloir imaginer un monde instable par défaut.
Et alors, il y a 5 ans, c'était très difficile de l'imaginer, parce que ce que disaient les scientifiques, on ne voyait pas vraiment. Mais depuis 5 ans, on a eu la crise Covid, en effet, que vous l'avez mentionné, mais aussi des méga-feux, des méga-inondations, crise énergétique, etc. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Et donc, une façon de faire, enfin, c'est une clé, hein, je ne dis pas que c'est forcément la seule, mais une façon de faire, c'est pour se forcer un petit peu, forcer son cerveau, finalement, à prendre le monde fluctuant, c'est de faire un test de fluctuation. Donc, dans son modèle économique, se dire, si je disais l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher, qu'est-ce que je change dans mon organisation? L'année prochaine, il y a un virus qui arrive. Alors, c'est pas un virus biologique, c'est un virus numérique qui éteint Internet au niveau mondial pendant 6 mois. C'est pas du tout ahurissant comme hypothèse. Hein. Enfin, le nombre de cyberattaques augmente, etc. Donc, ça va arriver. C'est juste la question, c'est quand ça va arriver. Qu'est-ce que ça change à mon modèle économique? Donc, ce genre de questions-là, et en fait, ce qu'on fait en général, c'est que pour répondre à c'est un jeu, c'est ludique finalement d'imaginer ça. Enfin, c'est virtuel, quoi, complètement. Mais ce qu'on fait, c'est que quand on change son modèle économique, en fait, on va augmenter les marges de manœuvre. Parce que voilà, quand on est dans une crise, forcément, on doit se préparer et augmenter les marges. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand la crise arrive, et c'est quelque chose qu'on n'aura pas prévu, qui n'est aucun des scénarios qu'on aura testé, on aura augmenté les marges de manœuvre. Et donc, en fait, on sera mieux préparé à une crise qui vient. Donc, pour moi, c'est la première chose à faire, c'est penser ce monde fluctuant. Et en fait, ça revient, donc c'est ce que je reviens à mon point de départ, à faire de la robustesse. Donc, maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est alimenter sa robustesse. Je suis d'accord. C'est quoi la différence entre, parce que les entreprises de font des jours, je vous challenge, Olivier, parce que c'est quoi la différence entre aujourd'hui les entreprises qui travaillent sur la gestion des risques et qui se posent déjà ces questions-là, en fait, et ce que vous proposez en termes et la robustesse, en fait? Je voudrais vraiment comprendre les nuances. Alors, les entreprises intègrent le risque depuis le début, depuis qu'elles existent, mais c'est souvent un risque économique. En fait, ce qui manque, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde fluctuant, il faut intégrer le risque social, le risque géopolitique, le risque écologique, le risque énergétique. Enfin, voilà. En gros, le risque devient pluriel. Et c'est plus du tout un petit noyau de risque à peu près sous contrôle, quoi. Maintenant, on peut avoir des choses. Enfin, typiquement, c'est une méga inondation dans l'usine, quoi. Ça, c'était pas prévu. Le Verviers en 2021, en Belgique, ils ont vécu une inondation qu'on ne voyait que au journal de 20 heures dans les pays du Sud. Avant. Et ben maintenant, on le voit en plein milieu de l'Europe. C'est ça, le monde fluctuant. Et donc, du coup, c'est très nouveau. On ne voyait pas des fluctuations comme ça. Et même aujourd'hui, c'est devenu presque un classique, chaque été d'avoir des méga feux, des méga inondations. Il y a 20 ans, c'était pas le cas. On oublie un peu, mais donc en fait, c'est ce truc-là, quoi. Donc ça, c'est nouveau. Et si les entreprises n'ont pas pris le tournant de ce niveau de fluctuation, ça va être très compliqué parce que en fait, quand on prend une crise très forte comme ça, si on n'a pas pris les marges de manœuvre avant que la crise arrive, ce sera très compliqué d'un seul coup d'ajouter des marges de manœuvre alors qu'on est en crise. C'est ce que je dis souvent, on répare son toit quand il fait beau, quoi. Donc là, on est un peu entre deux crises, donc c'est maintenant qu'il faut mettre un pied dans la robustesse. C'est pas dans 5 ans, c'est maintenant. Et du coup, ça veut dire aussi que les entreprises doivent écouter les signaux faibles, parce que quand il faut les soumettre à la robustesse, eh bien, il faut peut-être, comme vous disiez tout à l'heure, on regarde l'augmentation des cyberattaques, donc c'est un signal faible, enfin qui devient peut-être fort. Mais ça veut dire qu'il faut d'autant plus écouter ces signaux faibles pour pouvoir les scénariser, en fait, et pour pouvoir justement les faire une sorte de stress test, entre guillemets, de robustesse, on va dire, de son entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être encore plus prégnant dans l'entreprise, selon vous? Exactement. Donc en fait, moi j'aime beaucoup la phrase de Jean-Luc Godard qui dit c'est la marge qui tient la page. Ça, en fait, c'est dire que les signaux faibles, on les trouve à la périphérie de son secteur. On ne les trouve pas au cœur de son secteur d'activité. En fait, et ça, c'est une leçon très systémique qu'on voit aussi dans les êtres biologiques. Je prends souvent l'exemple des nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux qui tournent à droite, qui tournent à gauche, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe, qui sont sensibles aux fluctuations du monde, qui guident le mouvement de tout le groupe. C'est pas les oiseaux au cœur du groupe, parce que les oiseaux au cœur du groupe, ils sont aveugles au monde, en fait. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Donc, en fait, ils n'ont aucun rôle dans la direction du groupe, en fait. C'est ceux qui sont à la périphérie, qui sont sensibles aux fluctuations du monde, qui donnent les signaux faibles, finalement, du monde qui change, quoi. Et donc, pour l'entreprise, ça veut dire, en effet, être très attentif aux signaux faibles de sa périphérie, de son secteur. Le monde qui bascule vers la robustesse, donc qui est plus adapté à un monde plus fluctuant,
c'est plutôt des petites entreprises, des petites équipes au sein de grandes entreprises qui font de la prospective, qui commencent à regarder le monde fluctuant qui vient. Alors, c'est vraiment ceux-là qu'il faut écouter, hein, parce qu'ils sont en avance, en fait. Et vu que ça va très, très vite, ce monde fluctuant, plus on écoute sa périphérie et plus on est prêt à habiter ce monde qui change, quoi, et qui change tout le temps. D'accord. Donc, ça veut vraiment dire mettre des équipes d'écoute, en fait, vraiment avoir des équipes autonomes qui vont être là pratiquement dédiées à vous permettre de gagner un temps d'avance, en fait, à vous permettre de challenger et imaginer les scénarios du futur. Et comme vous dites, on va peut être rattrapé par le temps, en fait. C'est-à-dire qu'avant, les scénarios étaient peut-être beaucoup plus long terme. Là, ils se rattracissent, les cycles se rattracissent et s'accélèrent, en fait. Donc, et en fait, voilà, exactement. Et en fait, on peut même le constater en regardant l'évolution actuelle. Hein. La marche commence à contaminer le cœur. Hein. Si je pense au tout réparable, il y a 20 ans, c'était des ateliers de réparation de vélos en ville, quoi. Et c'était des associations citoyennes qui faisaient ça. C'était pas du tout une thématique, le tout réparable. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne pense pas à la réparabilité de ses produits. Et puis, c'est des grands groupes. Hein. C'est Darty qui fait Darty Max, c'est Boulanger, Intersport, Decathlon. Tout ça, c'est que des entreprises qui font du réparable. C'est Michelin qui fait du pneu au kilomètre. On est en train de basculer de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Ben ça, avant, c'était ce qu'on trouvait dans les épiceries solidaires, quoi, il y a 20 ans. Donc, c'était vraiment aux marges de la société. Aujourd'hui, c'est Michelin, quoi. Donc, c'est en train de contaminer le cœur. C'est tout à fait normal, hein, et c'est plutôt réjouissant, d'ailleurs. Hein. Ça veut dire que notre monde est en train de s'adapter à ce monde fluctuant et on est en train de développer des solutions plus créatives, d'ailleurs plus joyeuses, hein, parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions, quoi. C'est plus sympathique, quoi. J'ai une question déjà, donc merci. Pouvez-vous préciser en quoi se préparer à un risque aidera à gérer une crise différente du risque envisagé? Et comment convaincre des bienfaits de cette approche? Oui, alors en fait, c'est parce que, donc c'est la fameuse phrase, hein, dans un monde qui est stable et abondant en ressources, on peut se permettre de prévoir, on peut anticiper, quoi. Parce qu'en fait, finalement, c'est très arrogant, hein, de faire ça, de prévoir, parce que ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. Alors, dans un monde qui change tout le temps, qui est instable, qui fait face à des pénuries chroniques de ressources, notre seule certitude, c'est le maintien et l'amplification de l'incertitude. Donc, dans un monde fluctuant, on ne prévoit pas, on se prépare. C'est très différent. Hein. Ça veut dire qu'en fait, le long terme vient au présent, quoi. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on imaginait pour 2100, eh ben, ça peut arriver cet été. C'est ça, hein, le monde fluctuant. C'est comme le Canada en 2021 qui a pris plus 15 degrés, qui a eu 50 degrés pendant l'été. C'est ce qu'on prévoyait en 2100 et c'est arrivé en 2021. Donc, c'est se préparer. Et du coup, quand on fait un test de robustesse, un stress test finalement, ce qu'on va faire, c'est par exemple se dire, bah là, si le pétrole devient plus cher, ou si je me prends un virus, peut-être que je vais augmenter la redondance dans mes équipes, avoir plus de doublons, des gens qui sont capables de faire deux choses différentes, parce qu'il va falloir multiplier les compétences, avoir des personnes plus polyvalentes, diversifier les activités. Voilà, si je fais de la vente de biens, mais je fais aussi de la réparation de biens. Tout ça, en fait, ça va être plutôt des solutions de robustesse, quoi. Donc de diversification, d'exploration, d'expérimentation. Et si la crise qui vient, c'est encore autre chose, je perds la subvention de l'État, par exemple, pour des raisons politiques, eh ben, mes doublons, ma diversification d'activités, ça va me permettre de rebondir. C'est qu'en fait, on aura augmenté les marges de manœuvre, parce qu'en fait, à chaque fois, on aura un peu baissé sa performance pour augmenter sa robustesse. Hein. C'est cet équilibre, quoi. C'est que en augmentant le nombre de personnes, hein, en doublonnant, en diversifiant, tout ça, c'est des investissements. Ça coûte de l'argent. Donc, on baisse en performance, mais par contre, on augmente en robustesse. Quand on augmente en robustesse, on est mieux préparé à une crise inconnue. Et c'est ça la magie de la robustesse, finalement. C'est que ça marche pour tout type de crise. C'est plus on est robuste, c'est très polyvalent aussi. Ouais, Olivier, vous êtes en train de nous faire bouger un paradigme, celui de la performance. Attention, parce qu'il est hyper ancré dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Donc, comment on bascule? Enfin, c'est quoi la différence entre performance et robustesse, et pourquoi on peut plus faire de la performance, en fait? Alors voilà, donc on peut toujours en faire, c'est juste qu'elle va être beaucoup plus cosmétique. Dans le sens où, donc la performance, il faut bien que je la définisse. La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc la performance, c'est plutôt de l'optimisation, de la canalisation. Et en fait, c'est plutôt s'enferrer dans une voie étroite, hein, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Bah, dans un monde qui change tout le temps, c'est plus du tout adapté. C'est en fait, dans un monde qui change tout le temps, il ne faut surtout pas se spécialiser. Il ne faut pas aller trop loin dans une voie, parce que ça se trouve, c'est là qu'il fallait aller, quoi. Donc, c'est plutôt ça. Donc, du coup, la performance, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très fragile. Souvent, on oppose robustesse et fragilité. C'est que quand on est très robuste,
on n'est pas fragile. En fait, la vraie opposition, c'est entre robustesse et performance. C'est quand on est très performant qu'on est très fragile. Quand on est très performant, ça veut dire qu'on s'est spécialisé, qu'on s'est enferré dans une voie étroite, dans un monde qui change tout le temps, comme je le dis, mais ça ne marche pas. Et donc, c'est là où il y a de l'opposition. Alors, ça ne veut pas dire que, en gros, je vais le dire différemment, dans un monde stable et abondant en ressources, on peut faire de la performance tout le temps. Et puis, quand il y a une crise, on se pose la question de la robustesse. Donc, on est un peu là-dedans. Hein. Et dans un monde qui est en polycrise, donc qui est fluctuant, qui une crise en suit une autre, et ben on fait de la robustesse tout le temps, et de temps en temps, on autorise la performance. Donc, l'exemple pour ça, c'est pour l'illustrer, hein, c'est le pompier. Un pompier, quand il est au feu, il fait de la performance. C'est qu'il ne va pas faire une approche participative pour savoir qui est le chef, quoi. Hein. C'est très militaire, quoi. C'est du pouvoir, de la performance. On y va, on est efficace, efficient, et toi, tu vas au feu, toi, tu reviens, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, il n'y a pas de discussion, quoi. Par contre, le pompier qui n'est pas au feu, eh ben, il attend, en fait. Hein. Il est disponible. C'est une forme de redondance, quoi. Voilà. Peut-être qu'il va un peu expérimenter, il va faire des essais-erreurs, il va s'entraîner. Ben, tout ça, c'est de la robustesse. Donc le pompier, en fait, il fait de la robustesse tout le temps, et quand il est au feu, il fait de la performance. Alors, bah, c'est ça. Ça, c'est adapté à un monde fluctuant. Dans un monde stable, oui, on peut être au feu en permanence, quoi, mais ça n'a aucun sens dans un monde fluctuant. Ouais, ça épuise tout le monde et c'est très fragile, quoi. Donc, du coup, la question que je me posais, c'est, on pourrait dire, mais Olivier, il est biologiste. En quoi il est légitime pour parler des problèmes d'entreprise et de robustesse d'entreprise, en fait? Vous pouvez nous faire le lien entre le travail sur la nature et la troisième voie et le travail sociologique et en entreprise, l'application en entreprise, Olivier? D'accord, donc la question, je ne sais pas si tout le monde peut entendre, mais est-ce que c'est bien légitime pour un biologiste comme ça de parler d'entreprise? Quel est le lien entre biologie et ces questions sociologiques finalement? Exactement. Alors là où en fait moi ce dont je vous parle en fait c'est plutôt des approches systémiques et qu'en fait le vivant n'est qu'un récit pour expliquer un principe physique finalement du monde, quoi. Ce que je vous raconte sur l'opposition entre performance et robustesse, c'est quelque chose que les cybernéticiens ont travaillé dans les années 60. Ça a été étudié par les analystes des systèmes, par les économistes. Hein. La théorie de la viabilité en économie, c'est à peu près la même chose. Les systémiciens, voilà, c'est Jay Forrester, c'est Denis et Donella Meadows. Il y a Jean-Pierre Aubin, hein, voilà, pour la viabilité. Robert Ulanovitz pour plutôt écologie-économie. Donc c'est quelque chose qui est très bien connu, mais par contre c'est en général assez abstrait, c'est très mathématique, quoi. Hein. L'opposition performance-robustesse en général c'est plutôt avec des arguments voilà, plutôt matheux, informatiques, etc. Et donc là moi je viens en biologiste seulement en disant on a un système sous les yeux qui est le système vivant qu'on connaît bien, c'est même notre corps, et donc on peut l'incarner, cette opposition performance-robustesse. Du coup, le vivant ne sert que de récit, finalement, pour expliquer ce compromis, ce trade-off entre performance et robustesse. L'exemple que je peux donner pour le corps humain, que je prends tout le temps, c'est la température corporelle. À 37 degrés, nous sommes robustes parce qu'en fait, nous ne sommes pas très performants. Notre métabolisme à 37 degrés n'est pas très performant. En fait, on a gardé des marges de manœuvre. C'est à 40 degrés qu'on est le plus performant pour notre métabolisme, pour notre système immunitaire. Et donc, c'est là où ça résonne finalement, c'est qu'en fait, quand on voit son corps, quand on regarde les arbres, la photosynthèse, enfin tout ce qu'on veut, quoi, à chaque fois, c'est la même chose. On trouve des contre-performances qui nourrissent la robustesse. Et donc, c'est de ça dont on doit s'inspirer alors que le monde devient de plus en plus fluctuant. Dans les années 60, ce discours-là n'était pas très pertinent finalement, parce qu'on était dans un monde déjà un peu fluctuant, mais ce n'était pas le niveau de fluctuation qui vient au XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, ce compromis, il va bien falloir s'en emparer. Et encore une fois, c'est plutôt joyeux, hein. C'est un monde nettement plus réjouissant. Le monde de la robustesse est nettement plus réjouissant que le monde de la performance, qui est plutôt un monde canalisé, quoi, un peu étroit, quoi. Donc, autre question, donc merci Olivier. Si prévoir ne sert plus à rien et que l'essentiel est de se préparer, est-ce que les scénarios du GIEC ont encore un sens? Alors, les scénarios du GIEC, donc la question, voilà, s'il faut plutôt se préparer que prévoir, est-ce que les scénarios du GIEC ont encore un sens? Alors, les scénarios du GIEC, ils sont intéressants parce qu'en fait, ils sont au pluriel, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est pas tellement le fait qu'il
que le GIEC fasse des scénarios, c'est qu'il y en a plusieurs. Et en fait, ça donne une idée du niveau de variabilité. En fait, quand vous regardez les courbes, hein, vous voyez, il y a toujours un écart type et qui n'arrête pas de s'élargir en fonction du temps. À la fin, en fait, on a les scénarios, ils vont de plus 1,5 à plus 7,5 degrés hein, pour le GIEC. Hein. Alors, c'est vraiment, il faut imaginer que c'est des mondes totalement différents. À plus 1,5 degrés, ça tangue un peu, mais c'est gérable. À plus 7,5 degrés, bah là, il y a la moitié de la Terre qui n'est plus viable. Hein. Donc, on est vraiment dans des scénarios totalement différents. Faut bien comprendre, à plus 2 degrés, hein, si on prend juste plus 2 degrés, hein, la dernière fois qu'il a fait plus 2 degrés sur Terre, il y avait des tempêtes qui déplaçaient des objets de 1000 tonnes. 1000 tonnes. Hein. Aujourd'hui, hein, les tempêtes les plus violentes déplacent des objets de 100 tonnes, qui est un facteur 10. Il faut bien comprendre, c'est ça, hein, ce que nous disent les scientifiques, hein, c'est que juste un monde à plus de 2 degrés, c'est déjà extrêmement fluctuant. C'est des tempêtes qu'on n'a pas encore, enfin que les humains ne nous ont pas laissé de traces de ce que c'était. Et donc ces scénarios du GIEC qui sont, c'est en effet c'est de la prévision, mais le message principal c'est qu'il faut se préparer à ça. C'est pas tellement le scénario lui-même n'est pas forcément intéressant, hein, c'est juste dire oui en fait ça va tanguer très fort, quoi. Et donc il faut se préparer maintenant. Alors, si je reprends, puisque le thème c'était Bye Bye RSE et Hello Robustesse, si on parle RSE, la RSE telle qu'elle est faite aujourd'hui, alors là, je n'entends pas. La RSE telle qu'elle est faite aujourd'hui, voilà, si je parle RSE et robustesse, on va dire qu'on dépasse la RSE. Vous pouvez nous parler de la notion de décarbonation par rapport à recarbonation, Olivier ? Oui, alors la différence entre décarbonation et recarbonation. Donc ça, c'est un petit peu pour remettre les pendules à l'heure. Vous savez que sur la question socio-écologique, le CO2 a un peu pris le pas sur tout le reste. Hein. On ne parle que du climat, grosso modo. Enfin, médiatiquement, c'est ça qui domine. Alors c'est très problématique parce que on a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule, le CO2. Et donc, du coup, ce qu'on fait comme solution, c'est cette histoire de décarboner l'économie. Alors, c'est très problématique parce que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est le symptôme, ce n'est pas la cause. Et du coup, les solutions qu'on apporte, c'est des solutions qui vont régler le symptôme, mais pas la cause. Ce qui est, donc, typiquement, c'est par exemple faire des usines en Islande pour capturer le CO2 atmosphérique et faire du charbon avec. Ça ne sert à rien. Hein. C'est vraiment enterrer le thermomètre, c'est maintenir, enfin légitimer l'industrie pétrolière pour qu'elle continue à émettre du CO2. Ça n'a aucun sens, hein, faire une opération financière au passage. Enfin, un enfant de 5 ans comprendrait que ça sert à rien. Mais par contre, il y a un sujet. Clairement, il y a du CO2 dans l'atmosphère et il va falloir qu'on règle ce problème-là. Mais il faut aller à la source. Donc en fait, quand on apporte des solutions à la question climatique, en général, on aggrave la pénurie de ressources, on aggrave l'effondrement de la biodiversité et on aggrave les pollutions globales. Donc ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est plutôt de commencer par la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité. Si on augmente la biodiversité locale, hein, on peut le faire à n'importe quelle échelle, c'est positif pour le climat, c'est positif pour la pénurie de ressources et c'est positif pour les pollutions globales. Donc en fait, de très loin, c'est la biodiversité, hein, le premier levier. Et dans la biodiversité, le premier levier pour augmenter la biodiversité, c'est de changer l'agriculture, passer vers l'agroécologie, quoi, parce que c'est des surfaces immenses, et en plus, on a toutes les solutions. Donc on peut le faire aujourd'hui. Hein. Donc s'il y avait une chose à faire sur la planète aujourd'hui, eh ben, c'est ça, c'est de passer de l'agriculture intensive à l'agroécologie. On a toutes les solutions, on sait nourrir toute la planète sans aucun problème avec ça. Il y a plein de rapports qui le disent. Donc ça, c'est pour la partie carbone. Et alors maintenant, décarboner versus recarboner. C'est un peu ça, c'est qu'en fait, quand on dit décarboner l'économie, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le pétrole par des métaux. C'est la batterie au lithium, hein, pour le dire rapidement. Ça, en fait, c'est très très mal pensé, parce qu'en fait, la batterie au lithium, ça veut dire des mines de lithium qui vont polluer des terrains. C'est du cobalt qui vient des mines du Congo minées par des esclaves enfants. Enfin, le bilan socio-écologique de la batterie au lithium, il est terrible. Hein. Donc, en fait, plutôt que de faire ça, en fait, si on est vraiment sérieux par rapport à ce qui vient, si on parle d'économie circulaire, en fait, il faut parler de bioéconomie circulaire. Et donc, notre outil pour vraiment que les technologies soient complètement circulaires, c'est le carbone, c'est la molécule qui est la plus circulaire. Et donc, plutôt que de décarboner l'économie, il faut plutôt la recarboner, c'est-à-dire remplacer le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées, biodégradables.
Donc, c'est ce qu'on commence déjà à faire. On peut faire des peintures biodégradables. Hein, c'est typiquement donc les peintures, hein, c'est standard, hein, c'est du pétrole et des métaux. Hein, et ben, ça, on remplace ça par des molécules biosourcées, donc des peintures voilà, biodégradables. Ça, c'est nettement plus réjouissant, quoi. Hein. Voilà, c'est là qu'on a commencé à faire rentrer la technosphère dans les autres cycles de la Terre, quoi, comme l'atmosphère, comme l'hydrosphère, etc. Il y a plein d'autres exemples. Hein. On peut stocker les données numériques dans l'ADN, par exemple. Ben voilà, ça, c'est aussi une autre façon de basculer vers le monde recarboné. Et donc, en fait, on peut imaginer des tas de solutions comme ça. Et Ford, hein, dans les années 40, avait fait la première voiture à base de chanvre. Parce qu'à l'époque, il y avait des pénuries de métaux pour la guerre, hein, en 41-42, et il avait fait la première voiture en chanvre. Alors, il y avait des essieux en métaux, hein, mais tout le reste, la carrosserie, c'était en chanvre. On a laissé tomber ça juste parce que ça coûtait moins cher à la sortie de la guerre de revenir au métal, quoi. C'est ça qu'on va revisiter. Hein. Donc voilà, c'est recarboner l'économie, c'est beaucoup plus vertueux parce qu'en fait, on a compris que notre seule ressource massive et renouvelable sur Terre, ce sont les plantes, le carbone photosynthétique, quoi. Et donc c'est ça qui va nous occuper dans le siècle à venir, quoi. C'est développer toutes ces nouvelles technologies à base de carbone vert. Et donc c'est pas des biocarburants. Hein. Les biocarburants, c'est toujours le monde du pétrole, hein, finalement. Hein. C'est toujours émettre du CO2, enfin, ça n'a aucun sens. Hein. C'est vraiment remplacer des batteries électriques avec, par exemple, des batteries à base de lignine. La lignine, c'est une molécule du bois, mais on sait que la lignine, elle peut stocker l'électricité. Voilà, mais ça, c'est des batteries biodégradables. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'épuisement, comme on l'a fait pour les autres ressources, Olivier? Alors, on va vers la biodiversité et on sait qu'elle est fragile. Bien sûr, alors, il peut y avoir un risque d'épuisement quand on passe au monde recarboné, parce que si on commence à faire pousser des forêts pour faire des batteries, on voit bien le problème quand même. Donc en fait, c'est une question de hiérarchie, et là c'est plutôt une question légale, juridique. C'est que quand on fait de la biomasse, la première chose, c'est que cette biomasse, elle doit d'abord servir au service écosystémique. Donc les services écosystémiques, hein, c'est notamment toute la biodiversité qui permet de nous fournir des aliments, des biomatériaux, de la médecine, mais aussi des services, filtrer l'eau, filtrer l'air, décomposer les déchets, régénérer les sols. Tout ça, ça dépend d'une grosse quantité de biomasse et d'une grosse quantité de biodiversité. Donc ça, c'est la première chose, et ça, c'est un sanctuarisé, quoi. On ne peut pas taper dans ce stock-là. Une fois que ça, c'est bon, qu'il y a assez de biomasse pour que les écosystèmes tournent, et qu'il y a assez de biomasse pour faire des aliments pour les humains, et ben dans ce qui reste, là, c'est là qu'on peut taper dans la biomasse pour faire des biomatériaux recyclables, quoi, et biodégradables. Donc ça veut dire qu'une vieille cagette pour transporter des abricots, par exemple, en bois, cette cagette en bois, elle est pleine de lignine, quoi. Avec ça, on peut faire des batteries biodégradables, par exemple. Il y a déjà des entreprises, vous avez des exemples d'entreprises qui sont déjà dans cette voie-là, en fait, Olivier? Oui. Alors, par exemple, les batteries à base de lignine, c'est Lignia en Suède qui fait ça. Mais il y en a d'autres. Hein. Les peintures Peacock, c'est des peintures biodégradables. Alors, en plus, c'est intéressant parce que c'est des peintures. C'est pas des pigments, hein, c'est des nanotextures, un peu comme les ailes de papillon là, qui sont iridescentes, donc qui reflètent la lumière un peu bizarrement, si on veut, et ça crée des couleurs. Et donc ça, c'est des peintures qui sont biodégradables, parce qu'elles sont à base de déchets organiques, mais en plus, elles ne se décolorent pas au soleil, puisque c'est pas des pigments. Donc ça veut dire que ça reste tout le temps rouge pour l'éternité, quoi. Tant que c'est pas dégradé, c'est rouge, quoi, ou bleu, ou vert, enfin ce qu'on veut, quoi. Et donc du coup, voilà, donc ça commence à venir. Alors en général, c'est plus cher que le pétrole et les métaux. C'est juste parce que c'est pas extractiviste, quoi. Ça demande une certaine recherche, c'est biodégradable, donc ça veut dire qu'il y a aussi de l'entretien, il faut la changer régulièrement, etc. Donc c'est une autre façon de voir les choses, hein, beaucoup plus dynamique, quoi. Mais c'est là, il y a déjà des entreprises qui rentrent là-dedans, il y a des peintures à base d'algues aussi, hein. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un consensus commun quand même avec parce qu'aujourd'hui, c'est pas les voies qui sont les voies, le mainstream, en fait, entre guillemets, c'est pas la voie qui est empruntée. Est-ce qu'il commence à y avoir un consensus, même scientifique, pour utiliser ces troisième voies, en fait, dont vous êtes le porte-parole, peut-être, Olivier? Un des porte-paroles. Un des porte-paroles, voilà. Est-ce qu'il y a un courant un peu plus... est-ce que c'est en train de se dessiner ou pas? Alors, comment on vit avec les autres courants mainstream? Oui, voilà. Donc, en effet, il y a plusieurs courants. Là, on est dans un moment de transition, hein, de basculement, et du coup, il y a l'ancien monde, on va dire, très performant qui est toujours là.
et qui voire même est très vocal, hein, c'est ce qu'on entend dans les médias du matin au soir, hein. On n'entend parler que d'Elon Musk, de Poutine, enfin, que des gens qui sont dans l'ultra-performance, hein, finalement. Donc absolument pas dans la robustesse, hein, enfin, ça vous a pas échappé. Elon Musk, hein, qui veut aller sur Mars, hein, c'est une planète morte, hein, quand même, hein. Donc voilà, c'est un projet qui n'a absolument aucun sens, hein. Donc les ultra-performances sont très vocaux, mais à la limite, moi, ça me rassure un peu parce que ça veut dire qu'on est vraiment, c'est le champ du signe du monde de la performance. C'est-à-dire que plus ils sont vocaux, et plus c'est délirant, en fait. Leur projet n'a vraiment aucun sens. Elon Musk qui va aller sur Mars, voilà, ça n'a aucun sens. MBS en Arabie Saoudite qui veut faire une ville en plein milieu du désert, c'est pareil, ça n'a aucun sens. Les délires performants vraiment atteignent des niveaux complètement dingues, hein. Sam Altman qui demande 7000 milliards de dollars pour faire avancer son IA, l'intelligence artificielle aux États-Unis. 7000 milliards de dollars, c'est 2 fois le budget de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien se comprendre que pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les entreprises américaines fabriquaient des objets militaires, et ça ne produisait qu'un tiers de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'État a dû construire des usines pour produire les 2 tiers restants. Sam Altman, il veut 2 fois tout ça pour faire son IA. Donc, vous voyez le côté complètement délirant de ces ultra-performants, quoi. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on arrive au bout, hein. C'est qu'en fait, ça, on va jamais le faire, et heureusement. Mais par contre, ce qui est réjouissant, c'est de voir que sous le radar, et donc on en entend beaucoup moins parler, les robustes sont là. Donc c'est ce que je racontais sur le tout réparable, toutes ces entreprises qui finalement affichent peut-être leur performance, hein, dans les médias, mais qui développent déjà le monde robuste qui vient. Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, hein. Les entreprises ont déjà fait face à des fluctuations. On voit bien que ça ne va pas marcher, le monde performant, enfin simpliste, hein. Et donc, elles développent déjà des solutions de plus en plus robustes, quoi. Et donc, on est dans un moment assez étonnant, puisqu'en fait, on est avant le basculement vers la robustesse. Donc, en fait, on voit les solutions robustes qui sont sous le radar, aux marges, le monde performant qui prend toute la place, mais qui devient de plus en plus ringard, quoi, hein, on peut le dire comme ça. C'est qu'en fait, il n'est plus du tout adapté au monde qui vient, quoi. Et donc, à la prochaine crise, les plus performants seront ceux qui seront balayés, parce qu'ils sont bien trop fragiles. Les entreprises qui promettent la livraison à domicile en 10 minutes des courses, par exemple, ça c'est l'exemple typique de la performance totalement inutile, ça va dégager, hein. Évidemment, à la prochaine crise, ça n'existera plus, quoi. Parce que ça n'a pas de justification, quoi. C'est pas du tout robuste, quoi, comme modèle, quoi. Donc, le monde robuste est un monde qui aujourd'hui... Je le dis un peu brutalement, hein, mais... le monde robuste est un monde qui est en train de jaillir et qui est en transition, en fait, et qui prépare sa transition, en fait, c'est ça. C'est ça, exactement. En fait, et c'est, encore une fois, c'est très réjouissant, hein. Et puis je pense que pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que le monde robuste qui vient, c'est un monde nettement moins paresseux, quoi, finalement, où vraiment il faut avoir des talents en RH, en expérimentation, en recherche, en développement. C'est beau, en innovation, quoi. C'est là qu'elle est l'innovation, hein. C'est comment faire face aux fluctuations. C'est pas voilà, de livrer ses courses encore plus vite que la concurrence, quoi. Ça vraiment, c'est épuisant, quoi. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, ça donne pas vraiment envie, quoi. Ça épuise tout le monde, c'est tout, quoi. Comment On quitte le monde du burn-out. Vous parliez de l'IA tout à l'heure, Olivier, mais je ne voudrais pas opposer, justement. C'est quoi les passerelles? Comment l'IA peut aider à ça? Oui, ouais, alors l'IA, en fait, elle a c'est neutre, hein, c'est un outil, hein, finalement. Donc, dans un monde qui est drogué à la performance, actuellement, l'IA, elle ne sert qu'à augmenter les performances, hein. C'est Total qui, grâce à l'IA, trouve des nouveaux champs pétrolifères. Donc ça, voilà, c'est l'exemple typique où, en fait, on utilise l'IA pour être encore plus extractiviste, quoi. Et donc, pour accélérer le changement climatique et donc les crises qui vont avec. Donc l'IA, en fait, elle peut être au service de la robustesse. Il y a un aspect positif, à mon avis, de l'IA, c'est la sérendipité. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'IA, on peut être soumis à des informations qu'on n'avait pas prévues. Juste parce que voilà, l'IA nous donne d'un seul coup une information à laquelle on n'avait pas prévu d'être exposé, quoi. Ça peut être une forme de robustesse. En tout cas, ça peut nourrir une forme de robustesse, c'est en fait de mettre du jeu dans les rouages et d'un seul coup d'être exposé à une information qu'on ne connaissait pas, à un nouveau livre, voilà, sur un sujet que nos amis ne connaissaient pas non plus. Voilà, donc du coup, ça c'est plutôt positif, et ça c'est plutôt un carburant de la robustesse. Bon, encore une fois, hein, l'IA ne va aller vers la robustesse que quand le monde aura basculé vers la robustesse. Dans un monde qui est encore dans la performance, l'IA, actuellement, elle sert surtout à alimenter les gens, les citoyens, avec le type d'information qu'ils veulent entendre. C'est les réseaux sociaux, avec les algorithmes qui permettent de faire des bulles d'autoconviction, dérives sectaires, et donc là, pareil, c'est de la performance, hein, hyper performance,
efficace, efficient pour faire des canaux très étroits où on s'enferme dans une voie étroite, quoi. Et donc ça, c'est de l'IA au service de la performance. Mais on pourrait très bien imaginer de l'IA au service de la robustesse, où on force les citoyens, alors quand je dis force, hein, c'est plutôt on invite les citoyens à être exposés à d'autres informations, à d'autres points de vue, faire des coalitions, faire de la coopération, enfin, voilà, tous les sujets qui commencent à venir sur la table, y compris sur le plan politique. Vous parliez de la coopération, justement, Olivier. J'en viens c'est quoi les conditions favorables pour générer le terreau, pour faire cette transition de la performance à la robustesse, en fait, pour pouvoir répondre aux enjeux de fluctuation du monde actuel. Alors, la transition de la performance à la robustesse, elle demande un certain nombre de conditions et de préparation, en effet. Alors, et donc basculer un peu de la compétition à la coopération, hein, parce que c'est ça aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a dans son organisation, déjà, faire un audit de robustesse. Donc, en fait, identifier les contre-performances de son organisation et voir en quoi elles augmentent la robustesse de l'organisation. L'exemple typique, c'est la pause café. La pause café, c'est un moment de non-performance, mais qui fait du lien social, du sentiment d'appartenance et de l'innovation. Voilà, on est exposé aléatoirement à d'autres idées, quoi. Donc ça crée de l'innovation. Ça, c'est de la robustesse. Et donc, en fait, c'est plutôt que de lister les contre-performances pour les éliminer, on va plutôt les lister pour les valoriser. C'est se construire sur ses points faibles, hein, sur ses vulnérabilités. Ça, en fait, ça c'est une grande leçon de robustesse, parce qu'en fait, on voit qu'il y a du déjà là robuste dans l'organisation, et c'est là-dessus qu'on va construire. Et ça veut dire aussi une autre posture, puisque dans le monde de la performance, on cache ses vulnérabilités. Dans le monde de la robustesse, on construit dessus. Donc, il faut être en condition de confiance pour pouvoir exposer ses vulnérabilités. C'est la posture du décideur qui change, hein. C'est dans le monde de la performance, le décideur dirait je veux et je sais comment faire. Dans le monde de la robustesse, hein, le décideur, il dit j'ai envie et je ne sais pas comment faire. Donc c'est le contraire, hein. En fait, c'est mettre le manque au milieu de la table pour fédérer et mobiliser un collectif. Et ce collectif va prendre en charge la question, va discuter, va faire de la coopération. Et c'est robuste parce que même si le décideur n'est plus là, ce collectif est autonome, en fait, il est indépendant. Et il va pouvoir poursuivre la tâche même si le décideur n'est plus là. Ça, c'est robuste, par définition. Donc c'est ce genre de choses-là qui est requise, quoi, pour basculer de la performance à la robustesse. Et donc c'est un vrai travail sur soi. Typiquement, voilà, si vous êtes dans un collectif où vous ne pouvez pas dire « j'ai besoin d'aide », ça veut dire que c'est un collectif qui est encore coincé dans la compétitivité et dans la compétition. Si vous êtes dans un collectif où vous pouvez dire « j'ai besoin d'aide » en confiance, ça y est, là vous êtes dans un milieu coopératif et où vous allez pouvoir construire de la robustesse. Et donc évidemment, le travail en amont, c'est créer les conditions pour qu'un collectif accepte que les gens disent « j'ai besoin d'aide ». Ça veut dire changer le culte de soi fort, en fait, c'est ça, et de l'homme providentiel ou de celui qui est le sachant. Voilà, exactement. Le culte de l'homme fort et du sachant, en fait, encore une fois, ça marche très bien dans un monde qui est stable et abondant en ressources. On peut se permettre d'avoir quelqu'un qui part dans une direction parce que c'est pas très grave, même s'il se plante, vu qu'il y a plein de ressources autour, ça va pas remettre en cause l'ensemble du système. Dans un monde qui est fluctuant, ça c'est très dangereux, hein, de faire l'homme providentiel ou la femme providentielle, c'est hyper dangereux. Ça n'arrive jamais, en fait. C'est quand on réfléchit bien. Dans le temps, il y a toujours un moment où cette personne finit par se planter, quoi. Donc, en fait, c'est beaucoup plus collégial dans le monde de la robustesse. Donc, si j'ai bien compris, Olivier, vous disiez, première question, s'interroger sur c'est quoi nos failles et puis travailler dessus, en fait. Est-ce qu'il y a, deuxième chose, faciliter la coopération, instaurer un climat et un leadership basé sur la coopération. Le troisième, moi, j'y rajouterais la systémie, la capacité de comprendre les choses dans un écosystème plus élargi. Vous parliez tout à l'heure des extérieurs, en fait, c'est-à-dire pas se contenter d'être dans son entreprise et auto-centré sur l'entreprise, mais sortir de son cadre d'entreprise pour aller voir plus large dans son écosystème, pour écouter les signaux faibles, pour pouvoir justement anticiper ces fluctuations ou les entendre, en tout cas, avant qu'elles arrivent. Moi, je me dirais ça, c'est aussi un changement de mindset, en fait. Hein, c'est absolument, absolument. Voilà, de penser plus large. C'est ça qui est extraordinaire, parce que quand on dit pensée systémique, parfois c'est un peu flou, hein. Enfin, on dit oui, bon, voilà, c'est les interactions, mais je vois pas très bien comment faire. La robustesse, c'est beaucoup plus clair, à mon avis. Enfin, c'est presque un cheval de Troie vers la systémique. C'est que quand on se pose la question de la robustesse,
en fait, on se pose la question de comment durer et comment transmettre. C'est vraiment des questions très simples. Comment durer, comment transmettre dans un monde fluctuant. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte les fluctuations et donc voir à quel point on interagit avec ses collaborateurs, son territoire, l'eau de son territoire, sa biodiversité locale, les ressources en biomasse, les matériaux, etc. En fait, se réenraciner dans son territoire. La robustesse, ça oblige ça. Et en fait, quand on se réenracine dans son territoire, quand on fait la liste des liens qui nous lient au territoire, on fait de la systémique, mais en se posant la question de la robustesse. La robustesse, en fait, c'est une façon de penser systémique. Si on commence par la systémique, j'ai un peu peur que ça reste, encore une fois, très abstrait, les cybernéticiens, les systémiciens, etc. Et finalement, on ne sait plus très bien pourquoi on fait de la systémique. La robustesse, c'est la réponse, finalement. On dit, bah oui, on fait de la systémique parce que c'est comme ça qu'on peut durer et qu'on peut transmettre dans un monde fluctuant. La sécurité, en version performante, ce serait de mettre des barricades, des caméras augmentées, donc voilà, des solutions performantes, extrêmement fragiles, évidemment, parce que ça ne marche pas pour toutes les fluctuations qui viennent, et puis surtout c'est un énorme gyrophare pour dire où sont les ressources. Donc plutôt que de faire ça, dans le monde de la robustesse, la sécurité, c'est le tissu social, et voire même le tissu socio-écologique. C'est toutes les interactions qu'on a avec son territoire, avec les citoyens, avec les collaborateurs, voilà, enfin, vraiment dans son environnement local. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner d'entreprise qui a élaboré ou revu son business model dans ce sens-là, Olivier? Oui, alors un exemple d'entreprise qui est bien pratique, c'est Pocheco. C'est une boîte qui fait des enveloppes au nord de Lille et qui, en fait, en 97, a décidé de complètement changer son modèle en basculant de la performance à la robustesse. Donc, c'est une boîte qui fait des enveloppes. Alors, donc, ils ont vraiment eu une pensée systémique robuste en pensant à leurs fournisseurs. Donc, leurs fournisseurs de papier pour les enveloppes, ça vient de forêts de Finlande qui sont bien entretenues. Ils attendent 60 ans avant de couper les arbres. C'est transporté par bateau. Le papier, donc après, est fait sur place. Ils ont utilisé des machines qui sont entièrement réparables. Ils ont toutes les pièces de rechange. Ces machines utilisent des solvants qui sont dépolluables par les plantes qui poussent sur le foncier. Ces plantes produisent de la biomasse avec lesquelles l'entreprise peut être en partie autonome de façon énergétique. Ils ont des plantes sur le toit qui isolent. Ils ont des collaborations avec les paysans du coin pour faire de l'agroécologie, avec les pompiers du coin pour récupérer les essaims d'abeilles sauvages pour polliniser leurs vergers. Enfin, c'est tout un système, quoi. Et donc, au sens littéral du thème, un système en sens de pensée systémique qui est très robuste. En fait, c'est une entreprise qui est capable d'être quasiment autonome dans sa production des enveloppes, des aliments aussi pour les collaborateurs, qui n'a pas besoin de dépolluer son eau parce que les plantes le font pour elle. Enfin, c'est tout ça. Et en plus, ce que ça a fait, c'est qu'à force de développer toutes ces techniques-là, ils ont fait un bureau d'études pour accompagner les entreprises à la transition écologique. Donc, ils ont aussi diversifié leurs activités. Donc, ils ne font pas que des enveloppes. Maintenant, ils font aussi du conseil. C'est aussi un lieu culturel. C'est une succursale de la maison d'édition Actes Sud. C'est devenu un lieu très pluriel, quoi. Extrêmement robuste parce qu'ils ne se sont pas enferrés dans une voie étroite. Ils ont diversifié, ils ont expérimenté, ils ont exploré grâce au lien au territoire. Et ça, pour moi, enfin, voilà, c'est un exemple typique très avancé d'entreprise qui a pris le tournant de la performance à la robustesse. Olivier, je vais prendre une question qui nous est posée, très intéressante. En tant que dirigeant, justement, comment on s'y prend pour transformer le mode de raisonnement des collaborateurs, puisqu'on est sur des changements de mindset, qui recherchent peut-être effectivement la performance individuelle. C'est effectivement un changement de mindset. Comment on s'y prend concrètement? Oui, alors en effet, c'est un point clé. Donc il y a un sujet de communication là. C'est qu'en fait, quand on est dans le monde de la performance, si on dit que tel objet est moins cher qu'un autre dans la concurrence ou que tel processus est plus performant qu'un autre, on a besoin de le dire qu'une seule fois, ça suffit, parce que dans le monde addict à la performance, tout le monde a compris. Donc on y va, quoi. Voilà, c'est moins cher, donc c'est ça qu'on prend. Dans le monde de la robustesse, il faut faire un double travail. Il faut d'abord désintoxiquer son collectif et ensuite vendre la robustesse. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Là aussi, c'est moins performant, quoi. Et donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail de communication. En fait, le décideur, ce qu'il doit faire dans le monde de la robustesse, la première chose qu'il doit faire, c'est désinhiber son collectif, voire même désintoxiquer son collectif. En gros, ça veut dire que dans vos collectifs d'entreprise, il y a plein de personnes en fait qui sont d'accord avec cette idée de robustesse, mais qui n'osent pas le dire parce que ils ont en tête que le monde est dans la performance et qu'une entreprise doit faire de la performance et uniquement de la performance. Et donc, si jamais ils ont un autre projet qui est peut-être pas tout à fait dans la ligne du parti, entre guillemets, ils vont pas oser le dire, quoi. Donc, ils vont s'inhiber et ce qu'ils vont mettre en avant, c'est plutôt les gains de performance, quoi.
parce que c'est un peu le dogme, quoi. Alors, c'est là que le décideur a vraiment un rôle pour dire, bah, nous, en fait, alors on fait toujours de la performance, c'est pas qu'on passe à zéro performance, il y a toujours de la performance, mais par contre, ce qu'on met en premier, le primat, ce qu'on met pour notre entreprise, c'est de durer, d'être toujours là dans 50 ans. Et ben pour ça, il faut faire de la robustesse. Comment on fait de la robustesse? Et ben, il faut qu'on se construise sur nos contre-performances. Et donc, il faut en parler matin, midi et soir. C'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, il faut faire, c'est le même travail qu'une déprise sectaire, hein. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que nous sommes dans une secte de la performance, hein, c'est-à-dire qu'on ne la questionne plus, et donc il faut entamer la désintoxication. Et donc ça veut dire qu'il faut en parler vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est beaucoup plus difficile que de juste dire, voilà, ça c'est plus performant. Ça, voilà, on peut le dire une seule fois, ça suffit. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, c'est communiquer très fort, et en fait, compter sur le fait que dans vos collectifs, il y aura des collaborateurs qui vont avoir des idées pour alimenter la robustesse de votre entreprise. Donc, vous pouvez mettre le sujet de robustesse sur la table et vous allez voir ce qui sort. Et une fois que c'est là, que vous communiquez dessus, ça va faire boule de neige, quoi. Et de plus en plus, ça va changer les mentalités. Et d'un seul coup, ben, vous allez voir que vos collaborateurs vont défendre l'intéressement collectif contre l'intéressement individuel. Un exemple typique, l'intéressement collectif, c'est robuste. L'intéressement individuel, ça c'est l'exemple typique où en fait un collaborateur va faire tout et n'importe quoi pour son intéressement individuel jusqu'à planter la boîte, quoi. Voilà, ça c'est de la performance qui marche pas. L'intéressement collectif, ben voilà, on sort un peu de soi et on voit la robustesse du groupe, quoi. Voilà. Nettement plus robuste dans un monde fluctuant. J'ai une autre question. L'entreprise et l'économie sont un élément du système. Voit-on des signaux faibles ou forts de changement au niveau des individus ou de la société, sociétale, et comment s'exprime-t-il en fait? Oui, alors il y a vraiment énormément de signaux. Je peux donner un exemple comme ça. Là, les jeunes dans les années 80, hein, quand ils achetaient une voiture, c'était leur liberté, hein. Avoir une voiture, c'était sa liberté. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes pour qui avoir sa voiture, c'est une charge. Ça coûte cher. Il faut un parking, il faut carte grise, il faut des contrôles techniques. Et donc, en fait, les jeunes, ils sont en train, alors pas tous, hein, mais puis je ne veux pas essentialiser, mais il y a quand même une tendance de fond. Avant, dans les années 80, c'était qu'est-ce que je possède? C'était ça qui me définissait finalement. Qu'est-ce que je possède? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui se posent la question, qu'est-ce qui me possède? Si c'est gratuit, tu es le produit, hein, c'est le fameux adage digital, hein. Donc en fait, ça, c'est une posture intéressante parce que ça c'est les signaux faibles d'un monde qui bascule de l'économie propriétaire à l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est les voitures partagées, par exemple, hein, c'est Cities, c'est tout ça. En fait, on le voit hein, dans nos sociétés, hein, l'économie du partage, elle est là, hein. Voilà, je parlais des épiceries solidaires, voilà, les entreprises qui font des abonnements pour aller chercher du matériel de sport ou une perceuse, hein, voilà, enfin, c'est vraiment en train de se développer très fort. Donc ça, voilà, l'économie de la fonctionnalité, c'est un signal faible très fort qui est là. Le tout réparable, le développement d'agroécologie, il ne faut pas se tromper, hein, ça se développe très très fort. L'agriculture intensive, elle est condamnée dans 20 ans, hein. La plupart des engrais sont dépendants d'un pétrole pas cher. Bon, bah, c'est très clair que la tendance, c'est que ça va augmenter. Donc, de toute façon, ça ne pourra pas continuer. Et donc, l'agroécologie, les petits paysans qui passent en agroécologie, ils sont en train d'inventer le modèle d'après. Les conventions citoyennes aussi. On en a une sur le climat en France, sur la fin de vie. En Europe, il y en a partout, hein, des conventions citoyennes. Bah, ça, c'est typiquement de la sous-optimalité, hein, de la contre-performance. On prend des citoyens tirés au sort. Pour le climat, dans le tas, il y avait des climato-sceptiques, hein, donc complètement incohérents, quoi, voilà, donc plutôt des contre-performances, quoi. Et bah, ça produit en France 149 propositions plus ambitieuses que ce qu'auraient fait les députés et plus légitimes que ce qu'auraient fait les experts. Ça, c'est voilà, de la robustesse. Et donc, le fait que ça se développe, c'est autant de signaux faibles du monde qui est en train de basculer, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui a déjà initié, comme il y a beaucoup d'initiatives sur la RSE, il faut qu'elle aille, en fait, elle va pas faire l'inverse de ce qu'elle a déjà fait, mais elle va rechallenger ses axes de RSE, en fait, ou les actions qu'elle a mises en œuvre au regard de la robustesse. C'est-à-dire, c'est aller intégrer et dépasser, en fait, Olivier, est-ce que c'est ça que vous conseillez aux entreprises? Oui, voilà, par rapport à la RSE, en fait, la RSE, c'est un premier pas hein, pour se dire, oui, en fait, notre activité économique, elle est plus large que ça. On a une responsabilité sociétale, écologique, etc. Donc, c'est déjà un premier pas. Mais la RSE, elle a été pensée comme quelque chose de cosmétique. Donc, finalement, les entreprises continuent à faire ce qu'elles font, mais il faut qu'elles fassent attention que ça ne dégrade pas l'environnement ou le territoire social, quoi. Bon, ben moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que quand on bascule dans la robustesse, en fait, on met ça au cœur.
C'est que la mission de l'entreprise, c'est d'abord d'assurer sa pérennité. Pour assurer sa pérennité, il faut faire attention à son milieu écologique, à son milieu social. Donc ça veut dire que c'est plus du tout quelque chose qui est périphérique, c'est le cœur de l'activité. Et du coup, la performance, c'est un des ingrédients. C'est comme le pompier qui va au feu. C'est de temps en temps, il y a de la performance. Voilà, quand il y a un coup de bourre, oui, là, on fait de la performance. Quand il y a une demande, quand l'État demande des masques, voilà, oui, là, il y a un moment de performance. Mais c'est cosmétique. Le cœur de l'activité, c'est maintenir la robustesse du collectif, grâce aux liens au territoire et grâce à des liens plus distants aussi. Hein. Enfin, c'est toujours des liens pluriels. Hein. Mais donc, ça veut dire que la RSE, c'est un premier pas pour se dire, pour questionner, quoi, pour se dire oui, on change de monde. L'étape d'après, c'est d'en faire le cœur, en fait. De dire l'entreprise, c'est d'abord sa robustesse. Et la performance devient plus périphérique. Quoi. Je vois que le temps passe et il reste 4 minutes, mais la question que j'aurais tendance à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer ce phénomène-là, en fait? Parce que j'ai l'impression que, vu l'accélération du monde et les fluctuations qui nous attendent et les permacrises qui vont se multiplier, bah, il devient quand même urgent de faire cette bascule-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer ça? Alors pour accélérer le basculement vers la robustesse, alors ce qui va nous aider, c'est les crises. Hein. À chaque crise, en fait, on incrémente la robustesse. Hein. On n'a peut-être pas eu trop l'impression avec le Covid, on a eu un peu l'impression qu'on est repassé dans le monde d'avant, après le Covid, mais en fait pas du tout. Hein. Ça a semé plein de graines, il y a plein de mécanismes qui ont changé, les néo-recrutés après le Covid, ils n'ont pas du tout le même profil. Enfin, donc chaque crise va nous aider en fait à aller vers plus de robustesse, c'est mécanique. Hein. Mais en effet, il y a un sujet sur le rôle des décideurs, en fait. Hein. C'est aussi pour ça que je passe beaucoup de temps avec les entreprises. C'est parce qu'en fait, les décideurs ont un levier de catalyse, quoi, hein, pour accélérer le mouvement. Et je pense vraiment que c'est notamment les acteurs économiques, donc les chefs d'entreprise, les managers, des collectifs qui ont en main l'outil performant. Et si eux-mêmes commencent à remettre en cause la performance pour faire de la robustesse, alors tout va suivre. Ça va suivre dans les territoires, ça va suivre dans le monde politique. C'est aussi pour ça que finalement, moi, je ne vais pas beaucoup voir les politiques nationaux parce qu'ils ne voient pas trop les fluctuations, en fait. Hein. Ils sont au courant de façon théorique, mais ils ne le vivent pas dans leur activité de tous les jours. Ceux qui vivent vraiment les fluctuations, c'est comme les oiseaux dans la nuée d'oiseaux, c'est ceux qui sont à la périphérie. Donc c'est plutôt les petites entreprises, les petites collectivités territoriales qui font face à des très grosses fluctuations. Celles-là, elles sont en train de développer des solutions robustes. Et donc, j'aurais tendance à dire que pour accélérer le mouvement, il faut écouter ce qui se passe dans ces petits collectifs. Donc, ça veut dire que des politiques nationaux devraient regarder ce qui se passe dans les petites villes ou les petits villages soumis à des fortes fluctuations, voir ce qu'ils ont développé. Et pareil pour les grands groupes, voir ce qui se passe dans des petites entreprises soumises à des fortes fluctuations. C'est là qu'il y a une mine d'or de robustesse. Quoi. Il y a plein de solutions. Et ça veut dire aussi, éventuellement, un peu fragmenter donc les très grands groupes, hein, très pyramidaux, ils sont très fragiles, parce que c'est justement la pyramide, voilà, c'est extrêmement performant, mais extrêmement fragile. Et donc, du coup, peut-être penser une organisation beaucoup plus modulaire. Donc, un grand groupe peut très bien s'imaginer comme une collection de cellules qui sont toutes autonomes et qui se parlent entre elles, hein, beaucoup, mais qui sont chacune un petit module robuste, quoi. Et donc ça, voilà, c'est une organisation modulaire, plus horizontale, etc., mais au service de la robustesse, hein, toujours pas, hein, pas au service de la performance. Et ça peut être une façon d'accélérer les choses. Quoi. Mais en tout cas, voilà, regardez sa périphérie, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Merci Olivier, c'est super. Merci pour tous ces enseignements. Merci parce que je sais que le sujet est vraiment... vous faites des conférences de 2 heures, de 3 heures. C'est un sujet vraiment inépuisable dans lequel vous avez vraiment creusé. Vous êtes optimiste, Olivier ? Moi, je suis très optimiste. Hein. Je pense qu'en fait, on est en train de prendre le tournant. On le voit. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on le voit. Enfin, je veux dire, là, tout ce que je vous dis, vous pouvez le constater dans vos environnements divers et variés. Hein. On voit le monde de la robustesse qui vient. Donc ça, c'est très réjouissant. Et puis, on voit le monde de la performance qui devient tellement délirant que ça n'a plus tellement de sens. Donc, en fait, on y est, quoi. C'est en train de se passer. Et encore une fois, le monde de la robustesse est nettement plus joyeux, nettement plus intéressant. On va faire quelque chose de ces fluctuations. Il y aura de la casse. Hein. Je ne veux pas non plus être complètement angélique. Hein. Il y aura de la casse, mais il y aura un monde nettement plus intéressant. Je vois qu'il y a une question sur un TEDx, avant que j'aille, parce que je dois partir. Il y a un TEDx, oui, vous me trouverez. Hein, Olivier Amand, TEDx, j'en ai fait qu'un, donc je suis facile à trouver. Bon, super. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. C'était passionnant. Le sujet est vraiment d'actualité. Ça veut dire qu'il faut aller dans cette voie-là. Enfin, moi, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi, Olivier. Oui, c'est vrai. On va continuer
à aller dans cette voie de transition, en fait, qui est la seule voie aussi, enfin, c'est une des voies et qui me semble la voie, enfin, moi, auquel je crois, et vous aussi, Olivier, puisque vous la portez bien plus haut et fort que je peux le faire, sur cette voie-là de cette transition vers un monde avec beaucoup plus de robustesse, de durabilité dans ce monde en pleine fluctuation, en fait. Voilà. Et j'espère bien sûr qu'on va avoir des crises. J'espère simplement, et ça c'est toujours, moi, c'est un vœu pieux, qu'on ne va pas attendre d'avoir des très grosses crises qui arrivent encore pour pouvoir en prendre conscience, parce que comme vous voulez, pour avoir un train d'avance, il vaut mieux avoir un train d'avance que pouvoir être mort sur l'hôtel, en fait. On est d'accord, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, on a tout sous la main, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Olivier, merci à toutes et à tous, merci pour ces éclairages, et puis à très bientôt. Je vous souhaite un très bel été, et puis à bientôt pour les prochaines matinales. Rendez-vous au mois de septembre. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.